Ici donc m'a rejoint sur ce plateau Georges Lidric. Bonjour Georges, rebonjour. Rebonjour Pauline. Pour parler évidemment économie britannique qui rentre a priori dans des mois de turbulence après ce vote en faveur du Brexit. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, est en train de s'exprimer. Il est inévitable que l'économie britannique devra s'adapter, dit-il. Effectivement, il cherche avant tout à rassurer les marchés financiers avant une nouvelle ouverture que l'on annonce déjà comme mouvementée en Europe, environ 2 à 3% de baisse sur les différents futurs. Pour le moment, George Osborne essaye d'expliquer surtout que son déficit sera contenu. Il avait prévenu avant le référendum qu'en cas de Brexit, eh bien, il faudrait probablement couper dans les dépenses, augmenter les impôts. On verra ce qu'il annonce en tout cas tout à l'heure vis-à-vis du budget britannique. Ça sera quand même une décision très importante qu'il faudra prendre pour lui. En attendant, il faut s'adapter à la nouvelle donne. C'est donc l'essentiel de son message. Dans les derniers échanges en Asie, en tout cas, la livre sterling, elle, continue de chuter, moins 2,13% par rapport au dollar. Et puis le rebond en ce moment que l'on voit en Asie, lui, est complètement à l'inverse de la tendance que l'on a vu ces derniers jours. Vous voyez, plus 2,32% pour le Nikkei, un rebond extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les actions japonaises sont considérées aujourd'hui comme des valeurs refuges. La première conséquence, c'est que le yen s'apprécie très fortement. Et ça, c'est une inquiétude pour le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a basé une grande partie de sa stratégie économique sur la dépréciation du yen. Je vous propose de l'écouter. Je vais demander au ministre des Finances de surveiller l'évolution du cours de la monnaie d'encore plus près, en coopération avec la Banque du Japon. Je veux aussi qu'il discute avec les pays du G7 pour prendre les mesures nécessaires pour l'économie et pour les marchés financiers. Et en Chine, là aussi, la dépréciation de la livre sterling inquiète Pékin qui a, pour le coup, immédiatement réagi en dépréciant le yuan. Les détails avec notre correspondant à Pékin, Pierre-Philippe Berson. C'était le principal risque pour les Chinois, c'était un risque monétaire avec la dépréciation durable de la livre sterling. Cela génère une appréciation du dollar qui est déjà à un niveau très élevé. Pékin se voit donc obligé de dévaluer sa monnaie. C'est chose faite ce matin. La Banque centrale chinoise a abaissé le niveau du yuan de moins 0,9%. La monnaie chinoise atteint donc son plus bas niveau depuis l'été dernier. Et cela, ce mouvement monétaire risque d'attiser la polémique en provenance des États-Unis et de l'Union européenne. Américains et Européens regrettent régulièrement, accusent Pékin de maintenir sa monnaie à un taux artificiellement bas afin de favoriser ses exportations. Mais de façon plus générale, la Chine a officiellement regretté ce Brexit. Pékin craint une nouvelle crise économique à Londres, l'Angleterre étant son deuxième partenaire commercial après les États-Unis. Et cette possible crise financière, cette possible crise économique affectera négativement les relations commerciales entre les deux pays. Voilà pour ces répercussions du Brexit aux quatre coins de l'Asie. On retourne sur le terrain britannique à présent, où évidemment on essaie de faire face dans tous les domaines de l'économie à cette nouvelle donne. Précisément, certains secteurs sont plus exposés que d'autres. Et vous vous en doutez, il y en a certains qui sont beaucoup plus exposés, notamment l'automobile. Pourquoi ? Parce que ce secteur qui était sinistré dans les années 60 et les années 70 s'est entièrement tourné vers les exportations. Aujourd'hui, 80% du 1,5 million de véhicules qui sont produits en Grande-Bretagne sont exportés en dehors du Royaume-Uni. La majorité vers l'Union européenne, 58%. La question, c'est donc de savoir quelle sera la nature des éventuelles barrières douanières qui devraient être mises en place lors de la négociation de l'accord commercial entre Londres et Bruxelles. Il faut notamment savoir qu'entre deux membres de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, les barrières douanières dans l'automobile sont d'environ 10%. Les constructeurs étrangers, donc américains ou japonais, pourraient être tentés de transférer progressivement leur production vers
l'Union européenne. Ford, par exemple, qui emploie environ 14 000 personnes en Grande-Bretagne, a déjà indiqué vendredi dans un communiqué que l'entreprise était prête à prendre, je cite, toutes les actions nécessaires pour assurer que les activités européennes restent compétitives. Et on le voit, les constructeurs européens, vendredi, ont été sévèrement sanctionnés en bourse. Ce sont les plus exposés, notamment, vous le voyez, PSA, moins 18%, Volkswagen, moins 10%, car tout le monde s'attend, pour le moment en tout cas, à une sévère baisse sur le marché de l'automobile en Grande-Bretagne. Il semble à peu près évident, relativement intuitif, que les Britanniques retardent les achats importants, notamment l'achat d'automobiles, dans un contexte aussi indécis. Voilà, et précisément, je rappelle que le ministre des Finances britannique s'exprime, il me semble, depuis la première fois, depuis les résultats de vendredi. Il vient de déclarer qu'il est évident, au vu de la décision de jeudi dernier, que certaines entreprises marquent une pause, dit-il, dans l'investissement et dans l'embauche. Vous parliez du secteur automobile à l'instant. L'autre secteur largement exposé, dont on avait beaucoup parlé avant le déroulé de ce vote, c'est la finance. Et là, les choses pourraient aller plus vite. Effectivement, il est beaucoup plus facile de déménager des bureaux qu'une usine automobile. Dans la finance, d'ailleurs, les grandes banques avaient prévenu avant le référendum qu'elles pourraient être tentées de déplacer leurs activités vers d'autres centres financiers comme Dublin, Francfort ou Paris. Pour quelle raison? Il y a une raison réglementaire très simple, c'est qu'aujourd'hui, les banques qui sont basées en Grande-Bretagne bénéficient de ce qu'on appelle le passeport financier européen, c'est-à-dire qu'elles peuvent se situer dans n'importe quel pays d'Europe et vendre leurs services, leurs produits financiers dans tous les autres pays européens. À partir du moment où le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, ce n'est plus possible. Et donc, pour continuer à conserver une relation commerciale importante avec des grandes entreprises européennes, avec des fonds d'investissement, il est important de pouvoir déménager, continuer justement à vendre ces produits, l'ensemble de la gamme, on va dire, financière. Et donc, certaines entreprises, comme notamment HSBC, ont déjà prévenu qu'ils avaient des plans, qu'ils allaient réfléchir à éventuellement déménager donc certaines activités en dehors du Royaume-Uni. Pour le moment, tout de même, beaucoup estiment qu'il est encore trop tôt, bien évidemment, pour dire quelle sera l'ampleur de ces déménagements. Tout le monde attend d'en savoir un petit peu plus sur l'état de ces négociations commerciales qui vont peut-être commencer d'ici plusieurs semaines. Voilà, George Osborne, le ministre britannique des Finances, qui répète ce matin que les choses vont se passer lentement, qu'il va falloir attendre avant d'appliquer le fameux article 50 qui prévoit le départ d'un pays de l'Union européenne. George, c'est donc la prudence du côté du gouvernement britannique. Effectivement, George Osborne, lui, pour le moment, il a un autre objectif, c'est celui de son budget. Il avait annoncé avant le référendum sur le Brexit qu'en cas de Brexit, il y aurait une forte pression sur le budget britannique qu'il faudrait probablement couper dans les dépenses à nouveau après des années d'austérité budgétaire et puis probablement augmenter les impôts. Le déficit britannique, on l'a vu au cours de ces dernières années, il a énormément diminué au point de passer globalement d'environ c'était 10% au moment où David Cameron avait été élu. Aujourd'hui, en 2015, il était aux alentours de 4,2%. Ce matin, George Osborne explique que son déficit sera tout de même inférieur à 3% pour l'année 2016. Ça reste à confirmer. Mais pour le moment, en tout cas, George Osborne n'annonce pas de nouvelles coupes budgétaires. On suivra tout de même avec attention la fin de son allocution. Oui, vous reviendrez évidemment sur les détails de son intervention dans votre prochain journal à 9h15. On fera également un nouveau point sur l'ouverture des marchés européens. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste après la pause.